Sophie Lemoine avait 28 ans et travaillait comme assistante administrative dans une PME du centre de Bordeaux. Son salaire de 1 200 € par mois ne lui permettait pas de vivre seule et elle habitait encore chez ses parents à Mérignac, dans la banlieue bordelaise. Une chambre de 12 mètres carrés au premier étage, 600 € par mois qu'elle versait religieusement pour les charges et le loyer. Ce soir de septembre, elle rentra du travail vers 19 h et la maison sentait le poulet rôti. Dans le salon, ses parents et sa sœur Chloé étaient installés sur le canapé. L'atmosphère était étrange, électrique. Sa mère Véronique avait les yeux rouges, et Chloé, 24 ans, affichait un sourire satisfait qui fit immédiatement monter une alarme dans le ventre de Sophie. Son père Daniel se leva, grand et massif, avec cette autorité froide qu'il avait toujours eue. Il ne dit pas bonjour. « Ta sœur est enceinte de 3 mois. » Sophie cligna des yeux et chercha à comprendre pourquoi cette annonce nécessitait une réunion familiale aussi solennelle. « Félicitations, Chloé. » Chloé hocha la tête sans un mot, et Kevin, son petit ami, était invisible comme d'habitude. Sophie attendit la suite parce qu'il y avait forcément une suite. Son père ne convoquait jamais de réunion familiale pour une simple annonce. « Le bébé arrive dans 6 mois, continua Daniel en la fixant avec ce regard froid qu'elle connaissait si bien. Chloé a besoin d'espace pour préparer la chambre, et ta chambre est la plus grande. Elle en a besoin. Il marqua une pause. Sophie sentit quelque chose se nouer dans son ventre. « Tu vas faire tes valises ce soir. » Le sol sembla bouger sous les pieds de Sophie, et elle rit, un rire nerveux qui sonnait faux, même à ses propres oreilles. « Pardon ? Chloé emménage dans ta chambre demain. » « C'est décidé. » Sophie regarda sa mère. Véronique détourna les yeux. Pas un mot de défense. Pas un regard de soutien. Juste ce silence complice qui disait tout. Sophie sentit la panique monter dans sa gorge comme une vague glacée. « Mais où je vais aller ?» Daniel haussa les épaules avec une indifférence calculée. « Ce n'est pas mon problème. Tu as 28 ans, et il est temps que tu te débrouilles. »« Vous me jetez dehors ? Comme ça ? Ne sois pas dramatique. » dit son père d'une voix glaciale qui ne laissait place à aucune négociation. « On te demande de libérer une chambre dont ta sœur a besoin. C'est différent. Je paye 600 € par mois. Et tu continueras à payer. Les factures ne se règlent pas toutes seules, et tu es né pour nous aider. C'est ton rôle dans cette famille. » Les mots résonnèrent dans le silence comme des coups de marteau. Sophie chercha du soutien dans les yeux de sa mère, mais n'y trouva que du vide. Dans ceux de Chloé, elle vit un sourire en coin, satisfait et victorieux. « Désolée, grande sœur, » dit Chloé d'une voix douce qui ne contenait aucun regret véritable. « Mais c'est mon tour d'être la priorité maintenant. » Sophie monta l'escalier, et ses jambes tremblaient sous elle. Dans sa chambre, elle sortit 2 grandes valises du placard, et ses mains ne cessèrent de trembler. Elle ouvrit l'armoire et commença à jeter ses vêtements en vrac, pulls, jeans, robes. Tout tombait pêle-mêle dans les valises, sans ordre ni logique. Sur l'étagère, une photo la montrait avec ses parents au zoo quand elle avait 10 ans. Elle la regarda une seconde, puis la laissa la face contre le mur. Certaines choses ne méritaient pas d'être emportées. Chloé entra sans frapper et s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, avec cette arrogance tranquille de celle qui a déjà gagné. « Tu sais, je t'ai toujours trouvée trop sérieuse, toujours à travailler, à payer des factures, jamais de vie. » Elle caressa son ventre encore plat avec un geste théâtral. « Moi, je vais être mère, et c'est plus important qu'un travail de bureau. » Sophie ne répondit pas. Elle ferma la première valise avec force. Le zip claqua dans le silence comme une gifle. Elle tira la deuxième valise et continua à empiler ses affaires. Ses livres, ses dossiers administratifs, son ordinateur portable, tout ce qui constituait sa vie tenait dans 2 valises de 20 kilos. À 23 h, Sophie descendit les valises dans l'entrée. Son père lisait le journal dans le salon sans lever les yeux. Sa mère faisait la vaisselle dans la cuisine, et le bruit de l'eau coulait sans interruption. Personne ne dit au revoir. Personne ne demanda si elle avait un endroit où aller. Sophie ouvrit la porte d'entrée, et l'air frais de septembre la gifla. Elle tira ses 2 valises sur le perron et se retourna une dernière fois vers la maison où elle avait grandi. La maison où elle n'avait jamais été qu'un porte-monnaie ambulant. Elle claqua la porte. Le bruit résonna dans la nuit silencieuse de Mérignac. Elle resta là un moment debout sur le trottoir avec ses 2 valises à ses pieds, et elle ne savait pas où aller. Elle n'avait nulle part où aller, mais une certitude brûlait en elle,
froide et définitive. Ils allaient regretter. Sophie erra dans les rues de Bordeaux, avec ses 2 valises lourdes qui lui sciaient les doigts à chaque pas. Elle refuse d'appeler ses amis proches par fierté et par cette honte sourde qui lui nouait le ventre. Comment expliquer qu'à 28 ans, ses propres parents venaient de la jeter dehors comme un déchet encombrant? Vers minuit, elle s'arrête devant une bouche de métro et sort son téléphone avec des mains tremblantes. L'écran lumineux éclaire son visage défait dans l'obscurité. Elle appelle finalement Manon, une collègue de bureau avec qui elle s'entend bien sans être vraiment amie, et sa voix tremble malgré elle quand Manon décroche. « Problème familial urgent, je peux dormir chez toi cette nuit ?» Manon accepte sans poser de questions, et Sophie prend le tramway vers Talence. Assise près de la vitre, elle regarde son reflet fantomatique se superposer aux lumières de la ville qui défile. Cheveux ternes, cernes creusées, vêtements froissés. À 28 ans, elle ressemble à une femme qui vient de perdre une guerre qu'elle ne savait même pas être en train de mener. Le studio de Manon sent le café froid et les bougies parfumées, un mélange sucré qui flotte dans l'air confiné. Sophie dort à peine sur le canapé beige défoncé dont les ressorts grincent à chaque mouvement. Elle garde les yeux ouverts dans l'obscurité et rejoue la scène de l'expulsion en boucle. Les mots de son père résonnent comme des coups de marteau. « Tu es né pour nous aider, c'est ton rôle dans cette famille. » Au petit matin, Manon lui prépare un café dans une tasse ébréchée et la regarde avec inquiétude. « Ça va aller ?» Sophie invente une excuse vague sur une dispute familiale temporaire, trop humiliée pour dire la vérité. Elle part rapidement vers 8 heures, incapable de soutenir plus longtemps ce mensonge par omission qui lui brûle la gorge. Elle passe la journée dans un café du centre-ville qui sent le croissant chaud et l'espresso, son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle cherche frénétiquement une chambre sur le bon coin. Elle essuie 3 refus en 2 heures qui s'accumulent comme des gifles. « Désolé, on préfère quelqu'un en CDI. Votre salaire est trop juste. On a déjà trouvé. » Chaque refus est un coup au ventre qui lui rappelle qu'elle n'a nulle part où aller. À 15 heures, son téléphone vibre sur la table poisseuse. Elle voit s'afficher un SMS de son père, froid comme le métal. Virement des 600 € pour demain sans faute. Les factures ne se perdent pas toutes seules. Aucun comment vas-tu. Aucun n'as-tu trouvé où dormir. Aucune trace d'humanité dans ces quelques mots qui s'affichent sur l'écran lumineux. Sophie fixe le message pendant une longue minute. Ses mains tremblent autour de la tasse de café tiède. Puis elle bloque le numéro d'un geste sec et définitif. C'est la première décision qu'elle prend vraiment pour elle-même. Et cette prise de pouvoir minuscule lui donne un vertige étrange, une sensation de chute libre dans le vide. Vers 18 heures, elle trouve enfin une annonce qui semble possible. Chambre de 9 mètres carrés chez Martine, retraitée de 67 ans à Bègle, pour 400 € charges comprises. Elle appelle immédiatement, la gorge serrée d'espoir. Martine ouvre la porte de sa maison modeste en pierre grise et Sophie entre dans un couloir qui sent la cire d'abeille et le thé Earl Grey. La chambre est petite, avec un papier peint à fleurs qui se décolle dans un coin et un lit qui grince quand Sophie s'assoit dessus pour tester le matelas. Mais c'est propre, c'est calme, et surtout c'est à elle. Martine a ce regard perçant des anciennes infirmières qui ont passé leur vie à écouter des patients. Elle pose la question simplement, sans jugement. « Tu fuis quelque chose ou quelqu'un ?» Sophie hésite, puis la vérité sort malgré elle, et sa voix se brise comme du verre. « Ma famille, ils m'ont jeté dehors hier soir. » Martine hoche la tête avec une sagesse tranquille, qui vient de décennies passées à voir la nature humaine sous toutes ses formes. Les pires prisons sont parfois celles où on est né. Tu es la bienvenue ici tant que tu en as besoin. Cette phrase simple fait monter les larmes que Sophie retenait depuis 24 heures. Elle les laisse couler librement, seule dans sa minuscule chambre pour la première fois, assise sur le lit, qui grince sous son poids. Cette nuit-là, malgré le matelas inconfortable et l'angoisse sourde qui lui noue le ventre, Sophie dort d'un sommeil lourd et profond, épuisée, mais libre pour la première fois de sa vie. Au réveil, elle réalise qu'elle n'a pas rêvé de ses parents, seulement d'un grand espace vide et silencieux qui s'étendait à perte de vue. 2 mois passèrent comme un brouillard étrange, où Sophie apprenait à vivre avec 1 200 € par mois. Elle découvrait qu'elle pouvait survivre en achetant les marques de distributeurs chez Lidl et en préparant ses repas pour la semaine dans des Tupperware empilés dans le petit réfrigérateur de sa chambre.
Elle économisait chaque centime avec une rigueur presque obsessionnelle et notait ses dépenses dans un carnet à spirale où les chiffres s'alignaient en colonnes serrées. Martine devint une présence bienveillante dans cette nouvelle vie fragile. Elle lui préparait parfois du café le matin dans la cuisine qui sentait la confiture d'abricot et le pain grillé. Elle parlait peu, mais ses silences confortables valaient tous les discours, et Sophie commençait à comprendre ce que signifiait vraiment la gentillesse désintéressée. Son téléphone vibrait régulièrement, avec des appels de numéros qu'elle reconnaissait et qu'elle ignorait systématiquement. Ses parents tentèrent de la joindre depuis des numéros masqués, depuis le téléphone de voisins, depuis des cabines publiques même. Sophie les bloquait tous avec une satisfaction froide qui grandissait à chaque nouveau refus. Un mardi matin de novembre, sa mère débarqua directement à son travail. Sophie la vit à travers la vitre du hall d'accueil, et son estomac se noua instantanément. Véronique portait un manteau beige élimé, qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux gris montrèrent des racines mal entretenues. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 mois. « On ne peut plus payer le crédit de la maison sans toi », dit Véronique d'une voix tremblante qui cherchait à émouvoir. « La banque nous menace de saisie et on va finir à la rue. Tu veux vraiment ça ?» Sophie la regarda calmement debout dans le hall, où ses collègues commençaient à jeter des regards curieux. Elle sentit quelque chose de dur se solidifier dans sa poitrine. Une résolution qui ne laissait aucune place au doute. « Vous m'avez jeté dehors comme un déchet. Assumez vos choix maintenant. »« Mais Chloé va accoucher dans 4 mois, » continua sa mère en haussant le ton. « Elle a besoin de stabilité. Pense au bébé. Tu vas laisser ta propre nièce grandir dans la précarité ? Le bébé n'est pas ma responsabilité, » répondit Sophie d'une voix posée qui contrastait avec l'hystérie montante de sa mère. « Moi non plus apparemment, puisque vous m'avez dit que mon rôle était juste de payer vos factures. » Véronique ouvrit la bouche, puis la referma. Quelque chose passa dans son regard, une lueur de compréhension horrifiée que sa fille ne reviendrait pas, que le lien était brisé définitivement. Elle tourna les talons sans un mot de plus, et sortit dans le froid de novembre, en serrant son manteau contre elle. Ce soir-là, Sophie reçut un appel d'Anne-Marie, une ancienne voisine de ses parents qui adorait les ragots et qui ne put s'empêcher de partager les dernières nouvelles du quartier. Sophie écouta en silence pendant qu'Anne-Marie racontait avec un plaisir évident que Daniel avait dû vendre sa voiture pour payer 2 traites de retard, que Chloé et Kevin refusaient catégoriquement de contribuer aux dépenses du foyer malgré le fait qu'ils vivaient gratuitement sous leur toit, que les disputes éclataient tous les soirs dans des cris qui traversaient les murs mitoyens. Sophie raccrocha et resta assise dans sa petite chambre, éclairée par la lampe de chevet qui projetait des ombres douces sur le papier peint démodé. Elle ressentait quelque chose d'étrange. Pas de la joie exactement, mais une satisfaction froide et juste qui montait en elle comme une marée tranquille. Les premières fissures apparaissaient dans leur château de cartes, et elle n'avait rien eu à faire, juste à s'éloigner et à les laisser affronter les conséquences de leurs propres décisions. Elle sortit un carnet neuf de son sac et commença à noter méthodiquement chaque information sur leur lente déchéance. Les dates, les montants, les événements. Elle ne savait pas encore pourquoi elle faisait ça, mais quelque chose lui disait que ces informations auraient leur importance un jour, que cette histoire n'était pas terminée, et qu'elle devait garder une trace de tout, chaque preuve de leur chute qu'ils s'étaient infligée eux-mêmes. Sophie découvrit la bibliothèque municipale de Bègle par un samedi pluvieux d'octobre, un bâtiment moderne en verre et béton qui sentait le papier neuf et le bois ciré. Elle y venait désormais chaque soir après le travail, et chaque week-end, c'était son refuge gratuit, où elle pouvait rester au chaud, sans dépenser un centime. Elle dévorait des livres de développement personnel et de psychologie familiale, cherchant à comprendre les mécanismes de manipulation dont elle avait été victime toute sa vie. Un samedi après-midi, elle renversa accidentellement le café d'un homme absorbé dans un livre sur l'architecture durable. Le liquide brun se répandit sur la table en bois clair et l'homme sursauta. « Pardon, je suis vraiment désolée », dit Sophie en attrapant des serviettes en papier avec des gestes paniqués. L'homme leva les yeux et sourit. Julien avait 32 ans, des cheveux châtains en bataille et des lunettes rondes qui lui donnaient un air de professeur distrait. « Ce n'est rien, vraiment. Je n'aurais pas dû poser mon café si près du bord. » Ils nettoyèrent ensemble la table, et Sophie remarqua le titre du livre. « Vous êtes architecte ? » »« Architecte indépendant, spécialisé en rénovation écologique, » répondit Julien en essuyant son pull taché avec une serviette mouillée. « Et vous
Vous lisez quoi ? Sophie hésita, puis lui montra la couverture de son livre. Les mécanismes de l'emprise familiale. Quelque chose passa dans le regard de Julien, une compréhension immédiate qui ne nécessitait aucune explication. C'est un bon livre, je l'ai lu il y a 3 ans. Ils commencèrent à parler, et les minutes se transformèrent en heures sans qu'ils s'en rendent compte. Julien lui raconta ses projets de rénovation de vieilles maisons bordelaises en habitations écologiques. Elle évoqua vaguement sa transition de vie récente sans entrer dans les détails. Il avait ce regard franc et cette écoute rare des gens qui ont eux-mêmes traversé des épreuves difficiles. Il ne posait pas de questions indiscrètes, ne cherchait pas à combler les silences par des platitudes. Quand la bibliothèque ferma à 18h, Julien lui tendit sa carte professionnelle. « Si tu cherches des pistes professionnelles, j'ai peut-être des contacts dans mon réseau. Mon cabinet travaille avec beaucoup de PME à Bordeaux. » Sophie rentra troublée chez Martine ce soir-là. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui offre quelque chose sans rien attendre en retour, sans arrière-pensée, juste par gentillesse pure. Parallèlement, les nouvelles de sa famille continuaient à arriver par bribes. Anne-Marie rappela quelques jours plus tard pour raconter que Chloé faisait des caprices constants, exigeant des meubles de marque scandinave pour la chambre du bébé, alors que ses parents ne parvenaient même plus à payer l'électricité à temps. Kevin avait été licencié de son poste de magasinier pour absence répétée et refusait de chercher du travail, passant ses journées à jouer aux jeux vidéo dans la chambre de Sophie. Un soir, Sophie reçut un courrier recommandé qui la fit pâlir. Ses parents la menaçaient de porter plainte pour abus de confiance, prétendant qu'elle leur devait 10 000 € de loyer impayé accumulés sur plusieurs années. Le courrier était rédigé par un avocat dont le nom s'étalait en lettres dorées sur le papier à en-tête. Sophie passa la nuit à chercher frénétiquement sur Internet jusqu'à ce qu'elle tombe sur le site d'une association d'aide juridique gratuite à Bordeaux. Le lendemain matin, elle s'y rendit pendant sa pause déjeuner, les mains moites et le cœur battant. L'avocate bénévole était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant qui écouta son histoire sans l'interrompre. « Ils n'ont aucune preuve écrite de cette prétendue dette ? » ?»« Non, rien. Je versais 600 € par mois en liquide. » »« Alors, cette menace est juridiquement vide, » répondit l'avocate en refermant le dossier d'un geste sec. « C'est une tentative d'intimidation classique. Ils espèrent que vous allez paniquer et céder. Ne répondez pas à ce courrier et gardez une trace de tout. » Sophie sortit du bureau et s'assit sur un banc du cours de l'intendance. Le soleil d'automne réchauffait son visage, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit ses épaules se détendre. Cette confirmation lui redonnait confiance en sa décision. Elle n'était pas folle, elle n'était pas cruelle. Elle se protégeait simplement d'une toxicité qui avait failli la détruire. Sophie se réveilla un lundi matin de décembre avec une décision qui s'était formée pendant la nuit. Elle en avait assez d'être assistante administrative dans une PME qui ne la valorisait pas. Elle voulait plus. Elle méritait plus. Martine lui avait dit la veille en buvant du thé dans la cuisine qui sentait la cannelle et le miel que les moments de rupture étaient aussi des moments de renaissance, qu'il fallait oser saisir les opportunités quand elles se présentaient. Elle repensa à Julien et à sa carte professionnelle, qui traînait dans son sac depuis 3 semaines. Elle l'appela pendant sa pause déjeuner, le cœur battant. « Bonjour Julien, c'est Sophie, de la bibliothèque. Tu m'avais parlé de contact professionnel. » Julien décrocha immédiatement et sa voix chaleureuse la rassura. « Sophie ? Oui, bien sûr. Justement, mon cabinet cherche une coordinatrice administrative, quelqu'un qui gère les budgets, les plannings, la relation avec les clients. Tu serais intéressée ? » Sophie sentit son souffle se couper. « Vraiment ? Vraiment. Envoie-moi ton CV et je transmets à ma patronne. Mais je te préviens, c'est exigeant. Il faut gérer plusieurs projets en même temps et les clients peuvent être difficiles. » Sophie envoya son CV le soir même, et 3 jours plus tard, elle était convoquée pour un entretien dans un bureau lumineux du quartier des Chartrons, qui donnait sur la Garonne. La patronne était une femme d'une 40aine d'années, au regard direct qui alla droit au but. « Julien me dit que vous traversez une période de transition. Racontez-moi. » Sophie hésita, puis décida d'être honnête pour la première fois de sa vie professionnelle. Elle parla de sa détermination forgée dans l'adversité, de sa capacité à gérer des budgets serrés parce qu'elle vivait avec 1 200 € par mois, de son organisation née de la nécessité absolue de ne rien laisser au hasard. Elle ne mentionna pas l'expulsion, mais elle parla de reconstruction, de résilience, de cette force qu'on découvre quand on n'a plus le choix.
La patronne l'écouta sans l'interrompre, puis hocha la tête. « Vous commencez lundi prochain. 1900 € net, mutuelle incluse. » Sophie sortit de l'entretien et s'assit sur un banc face à la Garonne qui scintillait sous le soleil d'hiver. Elle venait de gagner 700 € de plus par mois. C'était une révolution. Elle appela Martine, qui poussa un cri de joie au téléphone, et lui dit qu'elle préparait un gâteau basque pour fêter ça. Le soir, Julien l'invita à boire un verre dans un petit bar du quartier Saint-Michel. Ils parlèrent pendant des heures, et Sophie découvrit qu'il avait lui aussi une histoire familiale douloureuse. Un père alcoolique qu'il avait dû fuir à 20 ans pour survivre psychologiquement. Ils se comprenaient sans avoir besoin de tout expliquer. Cette complicité silencieuse des gens qui ont traversé l'enfer et en sont ressortis vivants. 3 mois après l'expulsion, Sophie reçut un SMS laconique de sa mère. « Ta sœur a accouché cette nuit. Une petite fille de 3 kg 200 grammes. Elle s'appelle Léa. Tu ne veux vraiment pas revenir ?» Sophie regarda le message pendant un long moment. Elle ressentait une tristesse inattendue pour ce bébé innocent, né dans ce chaos toxique. Mais elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas sauver Léa sans se perdre elle-même. Quelques jours plus tard, Anne-Marie rappela avec des nouvelles fraîches. Ses parents avaient mis la maison en vente, acculés par les dettes qui s'accumulèrent depuis des mois. La banque menaçait de saisie, et ils n'avaient plus le choix. Chloé refusait d'allaiter, trouvait le bébé trop exigeant, et passait ses journées à pleurer dans sa chambre, pendant que Kevin disparaissait des journées entières, sans explication. Sophie raccrocha et resta assise dans sa petite chambre de Bègle, qui sentait maintenant la lavande fraîche que Martine mettait dans un vase sur sa commode. Elle ouvrit son carnet et nota méticuleusement les nouvelles informations. La maison mise en vente, Chloé en détresse, Kevin absent. Les premières fissures devenaient des failles béantes, et elle n'avait qu'à regarder, depuis sa nouvelle vie qui prenait forme lentement, mais sûrement, pierre après pierre, jour après jour. 6 mois après son expulsion, Sophie avait radicalement changé. Elle avait pris soin d'elle avec les moyens du bord, coupé ses cheveux dans un carré moderne chez un coiffeur en formation qui pratiquait des tarifs doux, acheté quelques vêtements de qualité dans les friperies du centre-ville de Bordeaux où elle dénichait des trésors pour quelques euros. Sa confiance grandissait jour après jour, construite pierre par pierre à travers chaque petite victoire, chaque facture payée à temps, chaque repas préparé avec soin, chaque sourire échangé avec Martine autour d'un café matinal. Elle et Julien étaient ensemble officiellement depuis 2 mois. Une relation saine basée sur le respect mutuel et l'honnêteté sans faux semblant. Ils prenaient en leur temps, construisaient des fondations solides, ne se précipitaient pas dans des promesses qu'ils ne pourraient pas tenir. Julien l'emmenait découvrir des petits restaurants végétariens, des expositions d'art contemporain, des concerts de jazz dans des caves voûtées du vieux Bordeaux. Sophie redécouvrait le plaisir simple d'exister sans avoir à justifier chaque choix, chaque dépense, chaque minute de bonheur. Un dimanche matin de mars, elle faisait ses courses au marché de Bègle qui sentait le fromage de chèvre et les herbes fraîches, son cabas en tissu à l'épaule, fredonnant distraitement une chanson qui passait à la radio le matin. C'est alors qu'elle tomba nez à nez avec sa mère devant l'étal des légumes bio. Véronique était méconnaissable. Ses cheveux gris, autrefois teints avec soin, pendaient en mèches ternes sur ses épaules voûtées. Ses traits creusés par la fatigue et le stress lui donnaient 10 ans de plus. Ses vêtements usés pendaient sur son corps amaigri. Elle portait un sac à main en simili-cuir craquelé qui avait connu des jours meilleurs. « Sophie, » dit-elle d'une voix tremblante qui cherchait à émouvoir. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Sophie sentit son estomac se nouer, mais elle resta immobile, droite, les épaules en arrière. « Je n'ai rien à te dire. » « Chloé fait une dépression post-partum sévère, » continua Véronique d'un débit précipité. « Elle reste prostrée dans sa chambre des journées entières pendant que je m'occupe de Léa jour et nuit. Je ne dors plus, je n'en peux plus. Le médecin a prescrit des antidépresseurs, mais elle refuse de les prendre. » Sophie ne dit rien. Elle regarda sa mère avec ce regard neutre qu'elle avait appris à maîtriser ces derniers mois. « Ton père a été licencié pour faute grave, » poursuivit Véronique, et sa voix se brisa. « Absence répétée à cause du stress. On a vendu la maison il y a 3 semaines, à perte. On a tout perdu, Sophie. On emménage dans un appartement HLM à Lormont, dans 15 jours, 2 chambres pour nous 5 avec le bébé. » Sophie ressent une bouffée de pitié malgré elle.
Puis elle se rappela la froideur avec laquelle il l'avait jetée à la rue un soir de septembre. Elle repensa aussi à Léa, cette petite innocente qui ne méritait pas ce chaos, mais dont elle ne pouvait pas être la sauveuse sans se perdre elle-même. « Vous m'avez dit que j'étais née pour vous servir », dit Sophie d'une voix calme qui contrastait avec les larmes qui coulaient sur les joues de sa mère. « Vous ne vouliez pas d'une fille, vous vouliez une esclave domestique. Je ne suis plus disponible pour ce rôle. » Véronique tendit la main pour saisir le bras de Sophie. « Tu vas laisser ta propre nièce grandir dans la misère? Tu vas laisser Chloé sombrer ?» Sophie se dégagea fermement, mais sans violence. « Léa a une mère et des grands-parents. Moi, je n'ai jamais eu de vrais parents. Juste des gens qui m'ont utilisée jusqu'à ce que je ne leur sois plus utile. » Elle s'éloigna d'un pas assuré malgré les tremblements intérieurs qui agitaient tout son corps. Derrière elle, elle entendait les sanglots de sa mère qui résonnaient entre les étals du marché, mais elle ne se retourna pas. Elle continua à marcher vers la sortie, son cabas serré contre elle. Le soleil de mars réchauffait son visage, et elle sentait quelque chose se libérer définitivement dans sa poitrine. Ce soir-là, Julien la serra contre lui sur le canapé de son appartement, pendant qu'elle pleurait, non de tristesse, mais de libération définitive. « Et tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Tu ne peux pas te sacrifier pour des gens qui ne t'ont jamais aimé pour ce que tu es. » Sophie hocha la tête contre son épaule. Elle avait franchi un point de non-retour émotionnel, et elle savait qu'elle ne reviendrait jamais en arrière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. 9 mois après l'expulsion, contre toute attente, Sophie reçut un message sur Instagram d'un compte qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. « C'est Chloé. J'ai besoin de te parler. Juste toi et moi. S'il te plaît. » Sophie fixa l'écran de son téléphone pendant un long moment. Elle montra le message à Julien qui fronça les sourcils. « C'est à toi de décider. Mais fais attention. » Elle en parla aussi à Martine autour d'une tisane dans la cuisine qui sentait la menthe poivrée. « Les gens peuvent changer, » dit Martine avec sa sagesse tranquille. « Mais ils peuvent aussi rester les mêmes et essayer de te manipuler différemment. Protège-toi d'abord. » Sophie hésita pendant 3 jours, puis répondit. « Un café neutre. Mercredi 15h. Café de la place à Bordeaux Centre. » Le mercredi, elle arriva en avance et s'installa à une table près de la fenêtre d'où elle pouvait voir la rue. Quand Chloé entra, Sophie eut du mal à la reconnaître. Sa sœur avait 25 ans mais en paraissait 40. Son regard éteint flottait dans le vide. Ses mains tremblaient légèrement quand elle s'assit. Ses cheveux mal entretenus pendaient en mèches grasses sur ses épaules. Elle portait un sweatshirt taché et un jean élimé. « Merci d'être venue », dit Chloé d'une voix rauque, qui semblait sortir du fond d'un puits. Sophie ne dit rien. Elle attendit. Chloé commanda un thé qu'elle ne toucha pas. Elle fixait la tasse fumante comme si elle contenait toutes les réponses du monde. Puis, elle commença à parler d'une voix hachée, entrecoupée de silences lourds qui pesaient sur la table comme des pierres. « Je commence seulement à comprendre ce que tu as vécu, » dit-elle sans lever les yeux. « Depuis que Léa est née, je vois tout différemment. Les nuits blanches avec un bébé qui pleure sans arrêt, Kevin qui est parti 2 semaines après la naissance et qui ne donne plus de nouvelles, papa et maman qui me blâment maintenant pour tout, qui disent maintenant que c'est ma faute si on a perdu la maison, que j'aurais dû te convaincre de revenir. » Elle leva enfin les yeux vers Sophie. « Ils m'ont manipulée depuis que je suis petite. Ils m'ont montée contre toi. Ils m'ont dit que tu étais égoïste, que tu ne pensais qu'à toi, que moi j'étais la gentille, la fragile, celle qui méritait d'être protégée. J'ai grandi en croyant que je valais plus que toi, parce que j'étais la jolie, la douce, celle qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. » Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa gorge, mais elle ne dit toujours rien. « Je réalise maintenant que j'étais un outil aussi, » continua Chloé, et sa voix se brisa. « Juste d'une autre manière, ils m'ont conditionnée à être dépendante, à croire que je ne pouvais rien faire seule, que j'avais besoin d'eux pour tout. Et maintenant je suis coincée dans un appartement HLM à Lormont, avec un bébé que je n'arrive pas à aimer comme je devrais, et des parents qui me reprochent d'avoir détruit leur vie. » Elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues avec le dos de sa main. « Je ne te demande pas d'argent, je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste comprendre comment tu as trouvé la force de partir, de recommencer à zéro, parce que moi je me sens prisonnière et je ne sais pas comment m'en sortir. » Sophie but une gorgée de son café qui avait refroidi. Elle regarda sa sœur.
cette femme brisée qui avait été la petite fille arrogante de 6 mois plus tôt. Elle pensa à la haine qu'elle avait ressentie le soir de l'expulsion, à cette rage froide qu'il avait portée pendant des semaines. « J'ai dû accepter une vérité terrible », dit Sophie lentement. « Je ne pourrai jamais sauver ceux qui refusent que de voir leur propre toxicité. Je ne peux pas vivre ta vie pour toi, Chloé. Je ne peux pas te sortir de cette situation. C'est à toi de décider si tu veux rester ou partir. » Chloé hocha la tête, et de nouvelles larmes coulèrent. « J'ai tout gâché pour un fantasme qu'ils m'ont vendu depuis mes 5 ans. Tu peux encore choisir ta vie, » répondit Sophie avec une douceur qui la surprit elle-même. « Mais je ne reviendrai pas dans leur orbite, même pour toi, même pour Léa. Je ne peux pas me sacrifier à nouveau. » Elles se quittèrent sans effusion, sans promesse, juste avec une compréhension mutuelle fragile qui flottait entre elles comme un fil ténu. Sophie rentra chez elle et réalisa qu'elle n'éprouvait plus de haine, juste une tristesse diffuse pour ces années perdues, pour cette famille qui n'en avait jamais vraiment été une. 1 an après son expulsion, Sophie emménagea avec Julien dans un petit appartement étroit qu'ils avaient retrouvé à Senon, lumineux avec un balcon donnant sur la Garonne qui scintillait sous le soleil du matin. L'appartement sentait la peinture fraîche et le bois neuf. Ils avaient chiné des meubles dans les brocantes du dimanche, monté ensemble une bibliothèque Ikea en riant de leurs erreurs, accroché des cadres aux murs qui racontèrent leur histoire commune. Sophie avait été promue responsable administrative du cabinet 6 mois plus tôt. Elle gagnait maintenant 2200 € net. Elle avait ouvert un livret d'épargne qui grandissait lentement, mais sûrement, mois après mois. Elle planifiait des vacances en Bretagne pour août. Elle découvrait des plaisirs simples qu'elle s'interdisait avant, lire un roman un dimanche après-midi sans culpabilité, dormir jusqu'à 10 heures le matin, rire librement sans craindre qu'on lui reproche sa joie. Martine les visitait régulièrement, devenue une figure grand-maternelle, choisie qui tricotait des pulls pour Julien et cuisinait avec Sophie le dimanche. « Tu vois ?» disait-elle en remuant une sauce tomate qui embaumait la cuisine. « La vraie famille se construit, elle ne s'impose pas. » Sophie avait entamé une thérapie 3 mois plus tôt avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Les séances étaient difficiles, souvent douloureuses. Elle pleurait parfois pendant 1 heure entière en racontant son enfance, ces années où elle avait cru que c'était normal de n'être aimée que pour son utilité. Mais lentement, elle apprenait à poser des limites saines, à reconnaître sa propre valeur, à ne plus confondre sacrifice et amour. Ses parents tentaient sporadiquement de la contacter, oscillant entre menaces légales vides et supplications pathétiques qu'elle reconnaissait désormais comme des tactiques de manipulation classiques. Elle ne répondait plus. Elle les avait définitivement effacés de sa vie active. Son téléphone ne vibrait plus avec leurs appels. Son estomac ne se nouait plus quand elle pensait à eux. Chloé lui envoyait parfois des nouvelles de Léa par SMS. La petite avait maintenant 9 mois et commençait à marcher en se tenant aux meubles. Les photos montraient une adorable petite fille aux yeux curieux qui souriait à l'appareil. Chloé avait trouvé un travail à temps partiel comme caissière dans un carrefour de Lormont. Elle économisait centime par centime pour un jour quitter l'appartement familial. « Je cherche une place en crèche pour Léa », écrivait-elle dans ses messages brefs. « Après, je pourrai travailler à temps plein et partir. » Sophie lui répondait brièvement, maintenant une distance protectrice mais sans hostilité. « Courage, tu peux y arriver. Protège-toi. » Elle respectait ce chemin que Chloé tentait de construire, mais elle n'y participait pas directement. Elle ne pouvait pas sauver sa sœur sans risquer de se perdre elle-même. Un soir d'automne, Julien lui demanda de l'épouser. Pas de mise en scène élaborée, pas de genoux à terre dans un restaurant chic. Simplement dans leur cuisine en préparant des pâtes carbonara, la radio diffusait une chanson douce, et Julien se tourna vers elle avec ce regard franc qu'elle aimait tant. « Tu veux construire officiellement une vie avec moi ?» Sophie sentit les larmes monter, des larmes de joie pure. « Oui. » Ils s'embrassèrent au milieu de la cuisine, qui sentait le parmesan et le bacon grillés, et Sophie réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Ce bonheur simple et vrai, qui ne dépendait de personne d'autre qu'eux-mêmes. Ce soir-là, allongée dans leur lit, elle regarda le plafond blanc éclairé par la lumière orange des réverbères qui filtraient à travers les rideaux. Elle repensa à cette nuit où elle dormait sur le canapé de Manon il y a 1 an, pensant que sa vie était terminée à 28 ans. Elle avait perdu sa famille de sang, mais gagné une famille de cœur. Elle avait perdu l'illusion de l'amour inconditionnel, mais trouvé l'amour authentique.
Elle avait perdu la fausse sécurité de la dépendance, mais gagné la liberté réelle de choisir sa vie. Elle s'endormit contre Julien, apaisée, et pour la première fois depuis très longtemps, elle rêva d'un avenir lumineux qui s'étendait devant elle, comme une route dégagée sous un ciel sans nuages. 2 ans après son expulsion par un samedi ensoleillé de mai, Sophie se réveilla avec des papillons dans le ventre. Aujourd'hui, elle allait épouser Julien. Pas dans une église fastueuse, pas avec 300 invités qu'elle connaissait à peine. Non. Dans le jardin fleuri de Martine, qui avait insisté pour accueillir la cérémonie avec cette générosité tranquille qui la caractérisait. Le jardin sentait le jasmin et les roses anciennes. Une quinzaine de chaises pliantes formaient un demi-cercle sur la pelouse fraîchement tondue. Une quinzaine d'amis proches, de collègues devenus famille choisie, de voisins bienveillants, quelques amis d'enfance qui l'avaient soutenu sans juger. Pas de robe extravagante à 3 000 €, juste une robe simple et élégante achetée aux Galeries Lafayette en solde, couleur crème, qui épousait sa silhouette avec grâce. Sophie se préparait dans la chambre d'amis de Martine, qui sentait la lavande et le linge propre. Martine l'aida à attacher sa robe, à fixer ses cheveux en un chignon souple orné d'une branche de muguet. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit-elle en essuyant une larme. « Ta vraie vie commence aujourd'hui. » À 15 heures, la cérémonie laïque commença sous un ciel d'un bleu parfait. Julien l'attendait debout près de l'arbre centenaire qui ombrageait le jardin, vêtu d'un costume gris sobre, les yeux brillants d'émotion. Sophie marcha vers lui sans musique solennelle, juste le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Julien parla le premier, la voix tremblante d'émotion. « Sophie, tu m'as appris que la vraie force ne vient pas de ceux qui n'ont jamais chuté, mais de ceux qui se relèvent après avoir touché le fond. Je promets de choisir chaque jour cette vie qu'on construit ensemble, pierre par pierre, rire par rire, larme par larme. » Sophie prit une profonde inspiration. « Julien, tu m'as montré ce que signifie vraiment être aimé pour qui je suis, et non pour ce que je peux donner. Je promets de choisir chaque jour cette famille qu'on crée ensemble. Cette famille qui ne s'impose pas, mais qui se construit dans le respect et la liberté. » Les invités applaudirent, et Sophie sentit quelque chose se libérer définitivement dans sa poitrine, comme une porte qui s'ouvrait sur un avenir lumineux. Pendant le cocktail qui suivit, servi sur des tables en bois installées sous les arbres, Sophie s'éclipsa 5 minutes. Son téléphone avait vibré dans sa poche. Un message de Chloé avec une photo de Léa qui marchait maintenant avec assurance, tenant un dessin maladroit au crayon de couleur. « Pour Tata Sophie, je t'aime. » Pas d'invitation au mariage, cette frontière restait nécessaire, juste un geste de reconnaissance timide. Sophie sourit, les yeux humides. Elle envoya une réponse brève. « Merci. Prends soin de toi. » Puis elle rangea son téléphone. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Les cicatrices restent sensibles. Mais on apprend à vivre pleinement malgré elles. Elle s'assit seule un instant sur le banc en pierre au fond du jardin. Elle repensa à cette nuit glaciale, où elle avait dormi sur le canapé de Manon, il y a exactement 2 ans, recroquevillée dans l'inconfort et l'incertitude, pensant sincèrement que sa vie était terminée à 28 ans, que tout était fini. Mais rien n'était fini. Tout commençait. Elle avait perdu sa famille de sang mais gagné une famille de cœur authentique qui l'aimait sans condition ni calcul. Elle avait perdu l'illusion toxique de l'amour inconditionnel, mais trouvé l'amour véritable et réciproque qui se nourrissait de respect mutuel. Elle avait perdu la fausse sécurité de la dépendance, mais gagné la liberté réelle de choisir sa propre vie, chaque jour, chaque instant. Elle n'avait pas détruit ses parents par vengeance active ou par cruauté calculée. Elle les avait simplement laissés assumer les conséquences naturelles de leur propre choix destructeur. Elle n'avait pas regardé leur chute avec joie sadique, mais avec une tristesse détachée pour ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient choisi l'amour au lieu du contrôle, la bienveillance au lieu de la manipulation. Sa vraie victoire silencieuse était d'avoir construit un bonheur solide qui n'avait plus besoin de leur destruction pour exister et s'épanouir. Julien la rejoignit doucement, lui prit la main avec tendresse. « Et tout va bien ?» Sophie regarda leur avenir ensemble qui s'étendait devant eux comme une route dégagée sous un ciel sans nuages. Elle pensa à l'appartement à Sénon qui les attendait, au livret d'épargne qui grossissait, aux vacances en Bretagne prévues pour août, à Martine qui tricotait des pulls pour leur futur enfant peut-être,
à tous ces petits bonheurs simples qu'elle avait le droit de vivre maintenant. Elle sourit pleinement pour la première fois depuis des années, un sourire qui venait du fond de son âme libérée. Oui, tout commence vraiment maintenant. Et dans le jardin fleuri de Martine, sous le ciel parfait de ce samedi de mai, Sophie Lemoine célébrait non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une vie qu'elle avait choisie, conquise, méritée.